Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Au sommaire de ce journal. Le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à l'occasion de la fête nationale de la Turquie. Et le cycle de conférences sur la paix et le dialogue a été lancé aujourd'hui, une initiative organisée en partenariat avec la Fondation Heritage. Et puis en Palestine, l'Égypte dépêche des engins lourds vers Gaza pour contribuer aux opérations de déblaiement et de reconstruction après des mois de bombardement. Et nous entamons ce journal par ce message de félicitations du président de la République, Ismail Omar Guelleh, à son homologue turc à l'occasion de la fête nationale de la République de Turquie. Le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue, Recep Tayyip Erdogan. Dans son télégramme, le chef de l'État a exprimé au nom du peuple et du gouvernement de Djibouti ses vœux les plus sincères de développement, de prospérité et d'épanouissement à la nation sœur turque. Le président de la République a également salué les liens de fraternité, de solidarité et de coopération qui unissent Djibouti et la Turquie dans la quasi-totalité des domaines d'activité. Il a souligné que la nature privilégiée des relations bilatérales se reflète dans le volume croissant des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Le numéro 1 djiboutien a enfin réitéré ses chaleureuses félicitations au président turc ainsi qu'à l'ensemble du peuple frère turc à l'occasion de cette journée nationale hautement symbolique. À la une également, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed El-Etta, a reçu aujourd'hui une importante délégation du Parlement européen, conduite par Dr Denis Elena Lenet, ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République de Djibouti et de l'IGAD. La délégation comprenait la présidente de la Commission de la Sécurité et de Défense, ainsi que les députés européens. Il est également présent M. Gérard Cui, chef de l'unité du CEDE, et de Mme Anna Barbieri, administratrice à la même commission. Côté djiboutien, participait à la rencontre le vice-président de l'Assemblée nationale, la présidente de la Commission défense et de sécurité, ainsi que M. Idriss Mohamed Ahmed, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale donc, a également mis en avant les projets de développement social soutenus par l'Union européenne. Un objectif commun a été réaffirmé, promouvoir la stabilité, la coopération et le développement durable dans la sous-région. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan une délégation de la Commission de la Sécurité et de la Défense du Parlement européen, conduite par sa présidente, Marie-Agnès Strack. Cette visite de haut niveau composée s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre l'Union européenne et la République de Djibouti, notamment dans le domaine de la sécurité et de la défense, avec une attention particulière portée à la sécurité maritime dans la Corne de l'Afrique. Les échanges ont porté sur la solidité du partenariat Union européenne-Djibouti, les défis sécuritaires régionaux et internationaux, ainsi que les efforts et initiatives déployés par le pays pour contribuer à la stabilité régionale et à la lutte contre les menaces transnationales telles que la piraterie, le terrorisme et le trafic illicite. Le ministre de la Défense a salué la coopération exemplaire entre Djibouti et l'Union européenne, illustrée par la présence d'opérations européennes telles que EUNAVFOR Atalanta et EUNAVFOR Aspide, qui jouent un rôle essentiel dans la sécurisation des voies maritimes stratégiques du golfe d'Aden et de la mer Rouge. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakariya Cheikh Ibrahim, a reçu au camp de Cheikh Ousmane une importante délégation des forces armées du Royaume d'Arabie Saoudite, conduite par le général de division Abdelaziz Al-Deris, directeur général des affaires religieuses des forces armées saoudiennes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les forces armées djiboutiennes et les forces armées saoudiennes, particulièrement dans le domaine des affaires religieuses et de la formation spirituelle des militaires.
Au cours de cette entrevue, les deux parties ont échangé sur les moyens de consolider les liens fraternels et de promouvoir les valeurs religieuses au sein des forces armées, à travers des programmes conjoints de formation, des échanges d'expertise et des visites mutuelles. Le chef d'état-major général des armées a, à cette occasion, salué l'excellence des relations entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, fondée sur la fraternité, la coopération et le respect mutuel, tout en exprimant sa volonté de voir cette collaboration s'étendre à d'autres domaines d'intérêt commun. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance cordiale et empreinte de fraternité, en présence de plusieurs officiers supérieurs de l'état-major général des armées et des membres de la délégation saoudienne. À l'Assemblée nationale, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie ce lundi pour examiner le projet de loi numéro 185 de l'année 2025 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONED, pour l'exercice 2023. Les travaux présidés par le député Jelmak Mousseare, président de la commission, se sont déroulés en présence de M. Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, accompagné du directeur général de l'ONEAD et du président du conseil d'administration. À l'issue des délibérations, la commission des finances a émis un avis favorable sur le projet de loi qui sera soumis à l'adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Direction le Qatar à présent, où le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Hussein Omar, a effectué sa première visite officielle à Doha, la capitale de l'État du Qatar. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts constants du gouvernement djiboutien pour renforcer le partenariat stratégique et consolider les liens de coopération entre les deux pays frères dans une vision commune de stabilité et de prospérité régionale. Les deux responsables ont procédé à un examen approfondi des relations bilatérales et échangé sur les moyens de les développer dans divers domaines d'intérêt commun. Ces échanges, marqués par un esprit d'amitié et de coopération, ont été couronnés par la signature de deux importants mémorandums d'entente. Le premier porte sur la création d'une commission mixte djibouto-qatarienne destinée à établir un cadre juridique solide pour la coopération bilatérale et à renforcer les mécanismes de fonctionnement. Le second concerne la concertation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, avec pour objectif d'instaurer un dialogue stratégique régulier sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et retour à Djibouti, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, représentant du gouvernement djiboutien, Mohamed Hassan Baré, a parrainé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de lancement officiel du cycle de conférences sur la paix et le dialogue organisé par le ministère des Affaires étrangères de la République de Djibouti en collaboration avec l'Institut Heritage. Cet événement revêt une importance particulière puisqu'il coïncide avec le 25e anniversaire de la conférence d'Arta, laquelle a joué un rôle déterminant dans le processus de paix et de reconstruction de l'État somalien. La session d'ouverture a vu la participation notamment du ministre somalien du pétrole et des ressources minérales, Abdelrazak Omar Mohamed, du directeur des relations multilatérales, représentant du ministère des Affaires étrangères, Guélé Driss Omar, ainsi que le directeur exécutif de l'Institut Heritage, Moursal Sane. Les conférences visent à promouvoir un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes, à échanger autour des enjeux liés à la paix et à la sécurité et à renforcer les initiatives locales et régionales en matière de gestion des conflits. Elles ambitionnent également de tirer les enseignements de la conférence d'Arta, considérée comme le point de départ de la renaissance de l'État somalien, et de sensibiliser le public à l'importance du dialogue comme outil de résolution pacifique des différends et de construction d'une société harmonieuse. Dans son allocution, le directeur des relations multilatérales a indiqué que ces assises constituent une étape majeure dans la consolidation du processus de paix. Prenant la parole à son tour, le ministre somalien du pétrole et des ressources minérales, Abdelrazak Omar Mohamed, a rendu un vibrant hommage au président de la République ainsi qu'au peuple djiboutien pour avoir redonné espoir à un peuple longtemps meurtri et ruiné par la guerre.
Dans son intervention, le ministre a salué le rôle historique et déterminant joué par Djibouti dans la recherche et la consolidation de la paix en Somalie. Il a rappelé que la conférence de paix d'Arta, organisée sous l'égide du chef de l'État, fut le point de départ d'un nouveau chapitre pour la nation somalienne en posant les fondations du dialogue, de la réconciliation et de la reconstruction nationale. Et en clôturant donc la série des discours, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Momin Hassan Baré, a souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants à ce cycle de conférences consacrées à la paix et au dialogue. S'exprimant au nom du chef de l'État, du gouvernement et du peuple djiboutien, il a déclaré « Soyez les bienvenus dans votre pays, la République de Djibouti ». Le ministre a rappelé qu'à l'époque de la conférence de paix d'Arta, il était responsable des médias ayant couvert les travaux de cet événement historique. Il a souligné que ses équipes ont eu l'honneur de réaliser de nombreuses interviews et émissions qui furent largement suivies par les Somaliens à travers le monde, témoignant de l'importance de l'espoir suscité par cette rencontre. Il a rappelé qu'à cette époque, peu de gens croyaient à la réussite de cette initiative, mais que le chef de l'État avait lancé cet appel historique. Aidez-moi à rétablir l'État somalien. Le ministre a rendu un hommage appuyé à la société civile djiboutienne, en particulier à la population de la ville d'Arta, qui avait ouvert les portes de leur maison pour accueillir leurs frères somaliens. Dans le silence d'Arta, Djibouti fit entendre une voix singulière, celle de la modération et du dialogue. Ce qui devait être une simple médiation devint un acte fondateur de la diplomatie africaine moderne. Voici un magazine de la rédaction. En 2000, un souffle nouveau parcourt la République de Djibouti. Le pays s'apprête à écrire une page que l'histoire n'oubliera pas. À sa tête, un homme. Un visage serein, une voix mesurée, mais derrière ce calme, une vision immense. Ismaïl Omar Guelleh. Tandis que la Somalie s'enfonce dans le tumulte des armes, il ose un geste que peu auraient eu le courage d'imaginer. Tendre la main au chaos et croire, envers et contre tout, qu'un petit pays peut rallumer la lumière d'une nation brisée. Maraykanku markii uu ka tagay adduunkii kalena uu raacay calankii Soomaaliya UN iyo Arab League iyo meel walba waa la laabay waa failed state way Soomaaliya ayaa leeyahay waqtiga madaxweyne Ismaaciil غيرلانتا si loo sheegay waa la sheegay iyadana UN-ka General Assembly uu ka jeediyay uu ka dhex dhawaaqay mar Soomaaliya laga wada laabtay buugeegina la laabay calankeegina la laabay markaa buu yidhi raqiyo ninkeed baa loo kala tegiyey UN-kii intuu dhex joogsaday General Assembly oo madaxweynayaashu ay madaxweynayaal badan baa doorkaa joogay waa la socday wasiir khaarijiyihiisaan ahaa annaga ayuu horta nagu yidhi innaga inoo taallaa innaga inoo taallaa buu yidhi wuxuu u galay ugu badheedhay isagoo markaa madaxweyne u noqday markaa uun waqtiguna weliba dhaqaalaha Djibouti u adkaa anay Soomaaliya hadday maqan tahay iga maqantu buu yidhi. Depuis près d'une décennie, nous sommes témoins de la désintégration inexorable de la Somalie, rongée par la violence, l'outrage aux droits fondamentaux de la personne humaine et l'absence de gouvernement. Il est indispensable de déployer tous les efforts possibles pour remédier à une situation dans laquelle des millions de Somalis mènent depuis 10 ans une existence précaire, caractérisée par une pénurie alarmante des denrées alimentaires et de logements, un non-respect endémique des lois, l'impasse politique et un avenir sombre. Car le résultat, si l'on répugne à prendre des mesures qui auront un impact tangible, sera encore la misère et le désespoir. Et sûrement la poursuite de la déstabilisation chez les voisins de la Somalie. Cette situation unique, je dirais même cette tragédie, mérite qu'on lui accorde la priorité, le genre d'attention sérieuse accordée à d'autres tragédies.
Là où les grandes puissances ont tenté, échoué, renoncé, Djibouti avance, seul, avec la foi pour seule armure, sans puissance militaire, sans promesse de gloire, sans illusion politique, mais avec cette conviction rare que la diplomatie, quand elle vient du cœur, n'est pas une stratégie, c'est un acte d'espérance. Et c'est au cœur de la région d'Arta que cette espérance va prendre forme. À Arta, ils parleront, s'écouteront, se reconnaîtront. Dans la chaleur des tentes, ils vont réapprendre la grammaire du pardon. Et peu à peu, sous le regard attentif de Djibouti, la parole va triompher du soupçon et le dialogue du désespoir. Ce fut le miracle audacieux de Djibouti, un miracle né non de la force, mais de la fraternité. Arta, cette partie de Djibouti, devint le symbole d'une rupture historique. Pour la première fois depuis 1991, une initiative africaine, portée non par les armes, mais par la confiance, parvint à réunir toutes les composantes de la nation somalienne, les clans, la diaspora, les femmes, les religieux, les intellectuels, tout ce qui constituait la société civile, se réunissent. Ce fut un pari risqué, visionnaire, presque insensé, celui de croire que la parole pouvait encore sauver une nation. Et ce jour-là, dans le silence d'Arta, Djibouti a prouvé que les petits pays peuvent accomplir de grandes choses. Pas par la force, pas par la fortune, mais par la foi en la paix, la foi en l'homme, la foi en l'Afrique. Djibouti participe à la 72e session du comité régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. La République de Djibouti est représentée au Caire à la 72e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale, placée sous le thème « Ensemble pour un avenir plus sain, action, accès, équité ». Dr Ahmed Rabla Abdile, ministre de la Santé, a présenté les progrès de Djibouti dans la vaccination, la santé communautaire et la lutte contre les maladies transmissibles, réaffirmant l'engagement du pays à poursuivre le renforcement du système national de santé. En marge de la session, Djibouti a signé un protocole d'accord avec la Somalie, le Yémen et le Soudan, visant à renforcer la coopération régionale pour la lutte contre les maladies, l'adaptation aux impacts sanitaires du climat et la prise en charge des populations vulnérables. Et dans le reste de l'actualité, le Centre d'études et de recherche de Djibouti a inauguré ce dimanche, donc hier, un nouveau laboratoire d'agroécologie au sein du CERD, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et du directeur général du CERD, Dr Jalaluddin Mohamed. Cet événement marque une étape importante dans le développement de la recherche scientifique et environnementale du pays. La cérémonie d'inauguration, tenue dans les locaux du CERD, a rassemblé un public composé de chercheurs, d'universitaires et de techniciens spécialisés. Le ministre a visité les installations du laboratoire, guidé par les équipes scientifiques. Il a pu observer de près les dispositifs expérimentaux, les plantations en cours d'étude et les procédures analytiques mises en place pour examiner la qualité des sols, la gestion de l'eau et la résilience des écosystèmes arides. Les chercheurs ont présenté au ministre leurs axes de travail centrés sur la restauration des sols dégradés, la valorisation des ressources locales et la promotion de pratiques agricoles durables adaptées au contexte climatique de Djibouti. D'analyse des semences maraîchères et par la suite fruitières. Et donc c'était pour nous un honneur d'être en présence de son Excellence Monsieur le Ministre, de pouvoir initier cette démarche et grâce au soutien de la direction de l'Institut des sciences de la vie. Et nous tenons aussi à remercier le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques pour son soutien financier quant à l'acquisition d'un certain nombre de matériel sur l'analyse de la qualité des semences. Voilà, et donc cet événement coïncide. Et après l'inauguration du laboratoire d'agroécologie au CERD, la journée s'est poursuivie au Aïla Hotel où s'est tenue la cérémonie de lancement de la nouvelle école de formation à la recherche placée sous le thème « Approche interdisciplinaire sur la dégradation des terres et la restauration des écosystèmes ». L'événement a rassemblé des chercheurs djiboutiens et étrangers, des universitaires,
des étudiants en doctorat ainsi que des représentants d'institutions partenaires telles que l'Institut de recherche pour le développement IRD de France. La cérémonie d'ouverture a été introduite par le mot de bienvenue du Dr Jalaluddin Mohamed, directeur général du CERD, qui a souligné la portée scientifique et stratégique de cette initiative. Le professeur Oumarou Malam Issa de l'IRD a ensuite présenté les grandes lignes du programme pédagogique de l'école. Il a détaillé les modules de formation, les travaux de terrain prévus, ainsi que les méthodes d'analyse intégrées combinant les sciences de la Terre, la biologie, la géographie et les sciences sociales. Plus de 150 chercheurs ici, donc des universités, 17 universités et instituts de recherche dans la zone de la GMV, mais aussi au nord. Donc ce réseau, son rôle, son ambition, c'est vraiment de structurer une communauté de chercheurs, de les organiser, de les mettre en action en lien avec les coalitions nationales de la Grande Muraille Verte. Écoutons à présent un extrait du discours du directeur général du CERD. C'est un grand plaisir parce que nous voyons donc dans ce processus dans lequel le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le Centre d'études et de recherche de Djibouti se sont engagés depuis plusieurs décennies pour faire en sorte à ce que l'on puisse s'organiser au niveau de la recherche scientifique pour traiter de ces questions qui nous préoccupent tous depuis maintenant assez longtemps, ces impacts des changements climatiques, les conséquences que nos environnements, nos écosystèmes, nos populations et notre biodiversité connaissent. Nous le voyons aujourd'hui de manière concrète et il est essentiel à ce que la communauté scientifique régionale, internationale se mobilise. Et c'est en cela que, comme je vous le disais, nous sommes vraiment très heureux de voir aujourd'hui de nombreux pays, une grande partie des pays africains qui, dans le cadre du projet ADAC et dans le cadre de l'école de formation à la recherche, qui est un programme initié par l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, et porté par M. Oumarou Malam Issa, qui est directeur de recherche à l'IRD et qui est aujourd'hui parmi nous à Djibouti, au CERD, pour lancer cette première école de formation. Il faut bien le souligner, c'est une véritable première où nous pouvons rassembler la communauté scientifique et les jeunes en formation de haut niveau avec des experts internationaux dans les différents domaines pour pouvoir transférer ces connaissances sur le terrain et pas seulement dans les laboratoires, mais sur le terrain, en grandeur nature, rendre visibles les problématiques et essayer de trouver des solutions. Écoutons à présent le mot du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Je dirais que je suis également très heureux d'être parmi vous à l'occasion du lancement officiel de l'école de formation doctorale à la recherche consacrée à une thématique. Je pense on est en terrain de personnes convaincues, capitale pour l'avenir collectif de la planète, celui qui concerne les approches interdisciplinaires sur la dégradation des terres et les actions de restauration des écosystèmes. Je tiens à saluer cette initiative qui vient du Centre d'études et de recherche de Djibouti via l'Institut des sciences de la vie et puis de l'IRD, Monsieur Oumarou, ici présent, très particulièrement en ce qui concerne ce projet, et puis de l'ADAC en ce qui concerne David. Elle vient tout naturellement appuyer l'initiative climat du président de la République qui a été lancée en octobre 2022. Alors, l'objectif de cette école a été déjà rappelé par toutes les personnes qui m'ont précédé. Juste pour dire que notre souhait, c'est de renforcer les capacités analytiques et méthodologiques des étudiants, des jeunes chercheurs, des universités africaines, des centres de recherche. Et puis, comme l'a dit Oumarou tout à l'heure, favoriser les regards croisés sur la dégradation des terres et les actions de restauration des écosystèmes en lien avec la Grande Muraille Verte. Nous avons la chance d'avoir des doctorants, des experts qui viennent de 10 pays, de l'Éthiopie, Tanzanie, Kenya, Somalie,
Niger, Sénégal, Algérie, Burkina et Tchad. Et puis nos amis bien sûr français qui nous accompagnent dans ce projet auquel nous tenons beaucoup. Alors, je dirais que cette école, dès sa création, affiche des actions engagées sur des exercices pratiques sur le terrain qui se dérouleront dans un premier temps lors de visites sur le terrain, sur le bassin versant du Grand Bara à Djibouti, du Grand et Petit Bara à Djibouti. Dans l'actualité également, du 26 au 30 octobre prochain, la République de Djibouti accueille la deuxième édition de l'exercice régional d'Oralé, une initiative conjointe de l'opération EUNAFOR Atalanta, du Code de conduite de Djibouti et du Centre régional des formations de Djibouti. Cet exercice s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux visant à renforcer la coopération maritime, promouvoir la sécurité dans l'océan Indien occidental et soutenir les institutions engagées dans la lutte contre les menaces maritimes. Depuis la signature, en mars 2024, d'un protocole d'accord entre l'opération Atalanta et le DRTC, plusieurs actions conjointes ont été menées pour améliorer la formation, le partage d'informations et la coordination opérationnelle. L'édition 2025 de Doralé marque ainsi une étape supplémentaire dans la consolidation de cette synergie régionale entre marine, garde-côte et structures de sécurité maritime des pays riverains. Une cérémonie d'ouverture marquée par une forte représentation, 5 jours d'activités pratiques et de renforcement des compétences. Pendant 5 jours, les participants prendront part à une série d'activités théoriques et pratiques. Un séminaire sur la recherche et le sauvetage, axé sur la planification des opérations, la survie en mer et les nouveaux outils technologiques. Un atelier juridique animé par des experts de l'Organisation maritime internationale, du RCOC et du CMF, consacré à la lutte contre la piraterie, le trafic illicite et la pêche non réglementée. EUNAFOR Atalanta. Elle marque une étape importante dans la concrétisation de notre partenariat avec l'Union européenne visant à renforcer la coopération opérationnelle entre les États signataires du Code de conduite de Djibouti et EUNAFOR Atalanta. L'engagement de Djibouti pour la pérennisation de la mission régionale de ce centre régional reflète une priorité stratégique commune et partagée avec les 21 pays signataires du Code de conduite de Djibouti qui se sont engagés dans le cadre de ce code en collaboration avec nos partenaires internationaux pour la sécurisation de la mer Rouge, du golfe d'Aden, de l'océan Indien occidental. Écoutons cette fois tour à tour les propos de la représentante de l'Union européenne, suivis de ceux du conseiller technique du ministre des Affaires étrangères. Je souhaiterais commencer par féliciter les autorités djiboutiennes pour l'organisation de cet événement ensemble avec notre mission Atalanta et avec une palette si large des participants. Au-delà de cet événement, nous voyons un autre témoignage concret que Djibouti prend à promouvoir la paix et la sécurité dans la région, sur la terre, dans les forats internationaux et régionaux et bien sûr sur la mer, car les trois sont fortement interliés. Et comme nous le disons toujours, c'est aussi un soutien au multilatéralisme que Djibouti, avec nous tous ici, fournit, car il ne suffit pas d'avoir des accords, de voter dans les forats internationaux, il faut aussi implémenter tout cela sur le terrain, comme nous essayons tous ensemble de réussir aujourd'hui. L'opération Atalanta, EUNAFOR Atalanta, lancée en 2008, a profondément transformé le paysage maritime de la région et en réduisant de manière significative des actes de piraterie, en protégeant la navigation commerciale et humanitaire et en soutenant les efforts régionaux de formation et de surveillance. Aujourd'hui, l'Union européenne renforce encore son engagement à travers l'opération Aspides qui opère dans la mer Rouge et le golfe d'Aden afin de préserver la liberté de navigation et de faire face aux nouvelles menaces sécuritaires.
Atalanta et Aspides constituent ensemble un pilier stratégique de la politique maritime européenne reposant sur la prévention, la dissuasion et la coopération internationale. La République de Djibouti, par conséquent, se félicite de ce partenariat solide et durable avec l'ensemble de l'Union européenne, symbolisé ici par la présence de l'amiral et de son état-major dans la collaboration avec le Centre régional de formation maritime, traduit l'appui au renforcement des capacités des forces maritimes de notre région. Et dans son intervention, le ministre de l'Équipement et des Transports a salué l'importance stratégique de ce type d'exercice. On l'écoute. L'organisation de cette 10e édition du Dourané Régional Exercice dépasse largement la dimension technique d'un simple exercice opérationnel. Elle constitue une démonstration concrète de solidarité régionale, de confiance mutuelle et d'engagement collectif autour d'une vision commune, celle d'une mer plus sûre, plus libre et plus durable. À travers cet exercice, nous réaffirmons notre volonté commune de renforcer la coopération régionale dans le cadre du Code de conduite de Djibouti et de son amendement de Djibouti, de Jeddah, afin de répondre ensemble aux menaces maritimes émergentes, qu'il s'agisse de la piraterie, du trafic illicite ou de la pêche illégale. Je salue une fois encore l'Union européenne et la force maritime européenne du NAVFOR Atlanta pour leur appui constant et pour l'organisation de cet exercice ici, en République de Djibouti, en étroite collaboration avec le Centre régional de formation maritime. Leur engagement conjugué à la détermination des États partenaires illustre la force du multilatéralisme et la pertinence du modèle djiboutien fondé sur la coopération et la stabilité. Chers participants, je vous encourage à profiter pleinement de cette semaine d'exercice et d'échange pour renforcer la coopération régionale, partager les meilleures pratiques et consolider les liens de confiance entre les forces des nations partenaires. Je formule le vœu de cette 10e édition du Dourané Régional Exercice contribue à faire de Djibouti et de notre région un espace maritime sûr, résilient et exemplaire. Dans l'actualité également, à l'occasion du lancement du recensement général des entreprises, le directeur général de l'INSTAD a souligné que cette opération vise à soutenir le développement économique grâce à des données statistiques fiables. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion du lancement du recensement général des entreprises de Djibouti, une opération d'envergure nationale qui marque une étape décisive dans la connaissance et la maîtrise de notre tissu économique. Le recensement général des entreprises a pour objectif de recenser l'ensemble des unités économiques opérant sur le territoire national, formelles et informelles, publiques ou privées, grandes ou petites. À travers cette opération, il s'agit de disposer d'une base de données exhaustive, fiable et actualisée sur les entreprises, leurs activités, leur localisation, leur taille, ainsi que sur les emplois qu'elles génèrent. Cette initiative vise à mieux connaître pour mieux planifier, à offrir aux décideurs publics et privés des informations précises pour la formulation des politiques économiques adaptées, la promotion de l'investissement et le développement des secteurs productifs. Le recensement général des entreprises de Djibouti constitue un outil stratégique de développement. Il permettra notamment de renforcer la connaissance du tissu économique national, fournir des indicateurs fiables pour la planification et le suivi des politiques publiques, favoriser la formalisation du secteur informel
et soutenir la création d'emplois durables et la croissance inclusive. Il s'agit donc d'un exercice fondamental pour notre économie, car il met à la disposition de l'État, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, des données statistiques structurées et harmonisées, indispensables à toute prise de décision éclairée. Les résultats attendus de ces recensements généraux des entreprises de Djibouti sont clairs. La constitution d'une base de données exhaustive et actualisée sur les entreprises du pays, la production d'indicateurs économiques fiables sur la structure et la dynamique des tissus entrepreneurial, le renforcement des capacités institutionnelles en matière de statistiques économiques et d'analyse sectorielle, et enfin la valorisation des résultats à travers la diffusion d'informations économiques utiles à tous les acteurs du développement. Poursuivons sa déclaration. Le directeur général de l'INSTAD, Dr Ibrahim Abdi Hadi, a appelé à une collaboration active de tous les acteurs concernés pour assurer le succès du recensement. La réussite du recensement général des entreprises repose également sur une étroite collaboration institutionnelle. Dans cette perspective, plusieurs partenaires sectoriels clés sont impliqués dans la conception et la mise en œuvre de la nomenclature des entreprises, entre autres notamment la Caisse nationale de sécurité sociale pour les informations relatives à l'emploi et la couverture sociale des travailleurs, la Direction générale des impôts pour les données fiscales et la classification des entités économiques, l'Agence nationale de la promotion des investissements pour la connaissance des entreprises formelles et des nouveaux investisseurs, l'Office de la propriété industrielle et du commerce (ODPIC), gestionnaire des registres de commerce, garantissant la traçabilité juridique des entreprises. Et enfin, la Chambre de commerce de Djibouti, un acteur clé pour les entreprises. Ces institutions constituent des sources essentielles des données et des partenaires techniques stratégiques pour l'élaboration d'une nomenclature cohérente, harmonisée et conforme aux standards internationaux. Le succès du recensement général des entreprises dépend de la participation active et sincère de tous les acteurs concernés. J'en appelle donc à la collaboration des entreprises, des organisations professionnelles, des autorités locales et des citoyens pour accueillir favorablement les agents recenseurs et leur fournir des informations exactes et complètes. En participant au REGED, chaque entreprise contribue à mieux faire connaître son rôle dans l'économie nationale et à renforcer la visibilité du secteur productif dans son ensemble. Mesdames et messieurs, le recensement général des entreprises de Djibouti n'est pas seulement une opération statistique, c'est une démarche stratégique, un outil de planification et un gage de bonne gouvernance économique. Je vous l'ai annoncé en titre, l'Égypte a envoyé ce lundi un convoi d'engins lourds vers Gaza pour déblayer les décombres et rouvrir les principales routes en soutien aux opérations de réhabilitation des zones sinistrées. Dans le même temps, Washington intensifie ses efforts diplomatiques pour lancer la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, axé sur les échanges de prisonniers et la reconstruction. Sur le terrain, la situation humanitaire reste critique, tandis que le Caire poursuit ses consultations avec les partenaires régionaux pour consolider la trêve. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.